Donc, bon, vous avez l'habitude d'intervenir quand même sur ce domaine d'activité que vous explorez depuis de nombreuses années. Alors, j'ai découvert beaucoup de choses pendant la préparation. Je ne vais pas en faire la restriction, je vous laisse la main pour vous présenter vos actions au niveau. On va parler de logiciel, donc on va voir tout de suite le problème, la promesse du logiciel et ce qu'on utilise vraiment. Est-ce qu'on va arriver à ouvrir déjà ma présentation. Merci d'être là, merci de m'accueillir. J'ai un lien familial à Bordeaux, c'est ma mère qui habite à Bordeaux, donc c'était une bonne occasion de venir la voir hier soir. Et puis, moi, je suis urbaniste de formation, alors, il y a très longtemps. Donc, ce que vous dites, ça me parle un peu, ça me rappelle un peu des souvenirs en fait d'opérations, des choses comme ça. Mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment travaillé depuis petit. J'ai appris pas mal de choses et je vous ai plus écouté en fait en tant que stratégiste, parce que moi, en tant que conseil, je fais de la stratégie et de l'innovation. Et voilà, donc ça m'a plus parlé en me disant, tiens, c'est pardon de dire, mais c'est toujours intéressant de parler à des gens qui sont en crise. Parce que c'est au moment des crises que ça bouge, en fait. C'est assez logique. Quand on n'est pas en crise, on est dans la performance. Et quand on est dans la crise, vous voyez, la conclusion de Guillaume était peut-être qu'il faut changer la manière de configurer les terrains, parce qu'il faut vendre des terrains petits, peut-être qu'il faut une offre différente. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas tellement vous parler d'immobilier. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est assez large. En fait, je crois que c'est la 8e conférence que je fais cette année pour le sujet intelligence artificielle et quelque chose. Donc ça, c'est un classique. En anglais, on dit c'est la peur de rater quelque chose. Donc, beaucoup d'organisations voient qu'il se passe des choses dans l'intelligence artificielle, donc le fameux IA. Alors, on verra que c'est surtout des intelligences artificielles génératives qui vous intéressent, mais moi, je vais essayer d'élargir un peu le sujet. Et donc, IA plus quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de l'immobilier. Je ne suis pas encore spécialiste de l'IA, mais j'y travaille. Et par contre, moi, ce que je sais bien expliquer, c'est ce qu'on appelle la transformation numérique, c'est-à-dire en quoi le logiciel, en quoi les données, en quoi les nouveaux outils changent jusqu'aux manières de faire. C'est-à-dire pas seulement numériser ce que vous avez déjà. Donc, je commence toujours par une question un peu classique, c'est qui parmi vous, et si vous êtes assez nombreuses et nombreux, a déjà utilisé ChatGPT? Je considère que c'est une forme d'adoption de masse. Qu'est-ce qu'il a utilisé ce matin? Ça, vous verrez, on va revenir dessus à la fin, mais retenez bien cette différence entre les gens qui ont déjà essayé, je sais ce que c'est, on se sert peut-être régulièrement, et est-ce que ça vous sert vraiment? Qui a utilisé un GPS ce matin? Un peu de différence. J'ai monté une petite agence de conseil qui s'appelle 15 marches. On travaille pour différents types de structures. J'ai gardé en fait de mes études d'urbain, j'ai travaillé dans le transport aussi, je travaille beaucoup pour des collectivités locales et donc je connais un peu la chose publique, j'essaye aussi d'aider les collectivités. Je travaille pour l'État en ce moment, pour les ministères et sinon en fait beaucoup d'entreprises et de start-up. J'ai aussi été impliqué dans un certain nombre de start-up. Programme assez classique, je sais qu'il y a beaucoup de CO2 dans cette pièce, je vais par contre pas avoir beaucoup de chiffres. Je crois que j'ai 2 graphiques, donc ça va vous changer un peu. Je vais vous emmener, en fait, on va partir un peu très général pour zoomer ensuite sur l'immobilier. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Il ne faut pas que je touche. C'est quoi l'intelligence artificielle? À quoi ça sert? Ça, c'est une vraie question, vous allez voir. Les points d'attention quand même, donc là, c'est plus pour que vous ayez une grille de lecture, en fait, de tout ce que vous allez entendre dans les mois à venir. Hein, c'est un peu ambitieux, c'est un peu nouveau. Vous voyez les choses un petit peu différemment en disant tiens, ça c'est important, ça c'est juste de la com. Et puis pour aller plus loin, si j'ai le temps d'aller plus loin, il faut que je tienne aussi les délais parce qu'après on déjà aller plus loin, donc élargir un peu, encore une fois, plutôt sur le sujet des données, des logiciels et de la transformation numérique, qui me semble plus importante aujourd'hui, là, début novembre 2024, que le sujet de l'IA générative dans les immobiliers particuliers. Alors on y va. C'est quoi l'IA? Donc, je commence par des petites blagues. Donc, quand on va parler d'intelligence artificielle, on va utiliser des termes un peu buzzwords, genre machine learning, deep learning, mais je vais essayer de vous dire de quoi il s'agit. Donc, il y a un super auteur qui s'appelle Dan Ariely qui a dit le machine learning, c'est comme le sexe pour les adolescents. Tout le monde en parle, tout le monde est persuadé que les autres en font, mais personne ne sait ce que c'est. Donc, ça, c'est important. On est aussi dans un buzz et il faut le reconnaître. Hein, c'est-à-dire une partie des choses que vous avez entendues
font partie du buzz. Et puis aujourd'hui, tout le monde se dit, ah, mon concurrent est peut-être en train d'utiliser l'intelligence artificielle, mon architecte, mon constructeur. C'est pas forcément le cas. Et puis, un autre analyste qui dit 50% des usages de ChatGPT, dont on a parlé, consistent à se transformer du texte en liste à points, et 50%, c'est transformer des listes à points en texte. Bon, c'est un peu une plaisanterie aussi, mais vous verrez que c'est pas complètement faux aussi. Pour l'instant, on est quand même beaucoup sur des usages valeur ajoutée pas évident. C'est dans votre quotidien, vous avez peut-être rédigé des mails avec, vous avez peut-être fait des présentations de PowerPoint. Moi, c'est pas le cas. D'ailleurs, vous verrez, j'ai laissé quelques feux d'orthographe là-dedans pour un vrai humain. En revanche, quand on écoute les médias, et c'est là où ça devient intéressant, c'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui, les médias, en gros, il y en a une partie qui vont considérer que l'IA, c'est un robot exterminateur, c'est Terminator, c'est Robocop, vous allez être suivi partout, vous n'allez plus pouvoir rien faire, vous allez être obligé de payer vos impôts, ça va être horrible. Ou au contraire, Merlin l'Enchanteur. Ah, il faut que j'arrive avec ça. Pour celles et ceux qui se souviennent de Fantasia, où en fait, il a une baguette magique et ça fait la vaisselle. Et en fait, ça fait la vaisselle, ça nettoie la pièce, ça arrange et tout. Donc, il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire, ou au contraire, ça va nous rendre la vie infernale et ça va être horrible, il va y avoir des robots qui vont tout casser. Ou au contraire, ça va faciliter la vie, puis demain, faut-il encore travailler? Voilà, je pourrais me consacrer à mon parrain de 500 mètres carrés. Et en réalité, pour ceux qui connaissent ça, c'est le test de Rorschach. On va y voir, comme les choses nouvelles, un petit peu ce qu'on a envie d'y voir. C'est-à-dire chacun va avoir dans l'intelligence artificielle souvent un peu la réalisation de ses propres craintes ou de ses propres opportunités. On est censé voir quoi? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le test de Rorschach. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, c'est une image qu'on montre en fait, quand on fait des analyses en psychiatrie. Pour rester libre. Alors, beaucoup de gens voient des choses sexuelles ici, des fleurs. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voyez, justement, ça m'a révélé des choses. Voilà, un petit peu plus sérieusement. Donc, rentrons maintenant dans qu'est-ce que l'intelligence artificielle vraiment? C'est l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre pour concevoir des systèmes informatiques. Donc, on parle quand même d'informatique, capable de réaliser des tâches cognitives. Donc ça, c'est important. On parle d'intelligence. Alors, intelligence, c'est le terme anglais. Ça ne veut pas dire exactement la même chose que l'intelligence français, si tant est qu'on sait définir l'intelligence. Donc, percevoir, apprendre, raisonner, s'adapter et interagir. L'IA est avant tout un domaine de recherche qui s'étend sur plusieurs décennies. Ça, c'est important. C'est un domaine de recherche. Et ça l'est encore beaucoup. Il y a des produits, il y a des applications. D'ailleurs, c'est en débat parmi les chercheurs. Vous suivez l'actualité, ils se tirent pas mal dans les pattes là-dessus pour savoir, faut-il mettre ce produit, il n'est pas prêt. Mais pour l'instant, c'est d'abord un domaine de recherche. Il y a peu d'applications. Et en gros, toujours le point vocabulaire, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on vient de dire. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a un domaine qui s'appelle le machine learning. Donc là, c'est des algorithmes qui apprennent. On va détailler un peu de quoi il s'agit. Ils apprennent de l'expérience ou de données. Il n'y a pas de programmation humaine. Et puis, à l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning, où là, on va utiliser des réseaux de neurones. Alors, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et à l'intérieur du deep learning, il y a les modèles génératifs dont vous utilisez à travers ChatGPT, ce qu'on appelle les large language models. Donc, voilà. Premier point, c'est histoire de se dire, vous allez pouvoir placer ça. Ça fonctionne dans ce sens-là. Ce n'est pas des choses différentes. C'est en fait, c'est des subdivisions. On va faire un petit rappel historique rapide. Ça date des années 50, l'intelligence artificielle. Ça n'a rien de nouveau. Il y a déjà eu des printemps, des étés, des hivers. On a déjà cru beaucoup à l'époque, peut-être pour ceux qui connaissent les tests de Turing, les CAPTCHA et tout. Donc là, juste ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelait l'IA symbolique. Ça interprétait des règles. On avait codé des règles et c'était un ordinateur qui interprétait des règles. Le point d'orgue en fait de cette période-là, c'est un ordinateur IBM qui a battu Kasparov. Ceux qui jouent aux échecs, il y a des énormes débats là-dessus. En tout cas, il faut retenir ça, ça interprète des règles. Donc, c'est un ordinateur assez poussé qui interprète des règles. Alors, l'IA symbolique, vous l'habillez par exemple dans Siri. Pour ceux qui utilisaient Siri, vous avez dit Siri, quel temps fait-il à Bordeaux? Donc, ça interprète des règles, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été codées, ça va chercher le truc le plus proche. Dans les 20 années, de 90 à 2010, là, on est sur l'apprentissage profond. Vous voyez, je respecte la loi tout bon et je traduis le deep learning. Donc, le deep learning, en fait, là on est on a des capacités informatiques qui sont plus élevées. On va commencer à utiliser ce qu'on a appelé les réseaux de neurones. Et en gros, on va commencer à trouver, par exemple, des formes et on va lui apprendre à chaque fois, chaque couche de neurones, on va lui apprendre, en fait, à reconnaître des caractéristiques particulières, alors visuelles, où on le verra tout à l'heure dans le langage, qui ont une signification et on va l'éduquer en fait. Alors il y a tout un tas de termes techniques. On va lui dire, bah non, ça c'est un
kangourou, ça c'est un pingouin, ou ça c'est un éléphant, je vais y arriver, et on le reconnaît en fait par rapport à un certain nombre de caractéristiques. Donc il apprend en fait, mais on l'aide. Hein, ça c'est important. Donc pour entrer dans le détail des réseaux de neurones, alors je ne vais pas vous faire un tour là-dessus parce que je ne suis pas du tout compétent. Juste ce que j'ai compris, c'est qu'en fait chaque caractéristique du pingouin, vraiment ce qui fait que c'est un pingouin par rapport à tous les autres animaux ou à quelque chose qui ressemblerait à un pingouin, chaque caractéristique va faire l'objet en fait d'une couche ici de neurones, et ensuite on va lui mettre des poids sur les liens entre ces neurones pour lui dire, en fait, ce qui fait vraiment la différence d'un pingouin par rapport à un autre type de pingouin ou par rapport à un autre type d'oiseau, c'est la différence entre la longueur et la largeur, donc vous voyez. Et en fait, l'ordinateur, il va suivre des chemins quand on va lui montrer une image et il va dire, bah, tiens, ça, je reconnais, ça doit être un pingouin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des probabilités. Et là, on est sur des probabilités, c'est pas programmé, c'est des probabilités. Et en plus de ça, vous avez le machine learning, c'est-à-dire non seulement ça peut être regarder les probabilités que ce soit un pingouin, donc ça va vous dire c'est sans doute un pingouin, mais en plus de ça, c'est un système qui s'auto-apprend, en fait, c'est-à-dire il apprend de ses erreurs, vous lui dites non, c'est pas un pingouin. Vous savez, alors vous l'utilisez quand vous faites le CAPTCHA, vous savez, on vous demande êtes-vous un robot, mais c'est fait avec des vrais humains qui sont assez mal payés, mais et c'est fait aussi avec des systèmes qui sont prévus pour regarder comment vous fonctionnez et en fonction de vos retours, ben, ça va corriger le modèle. Donc le modèle, il s'auto-entretient et on arrive en fait avec en parallèle une augmentation extraordinaire en fait de la puissance de calcul. Et ça, c'est important. Il y a vraiment des progrès techniques aussi. On arrive à des résultats qui sont assez bluffants, qui sont largement au-dessus maintenant de la capacité de reconnaître de certains humains. Et puis, donc, on était en 2010, vous avez suivi, j'espère. Et là, en 2017, on a un boom incroyable en termes de recherche. On a un truc incroyable, c'est les IA génératives. C'est-à-dire, autour de 2017-2019, il y a un Français, d'ailleurs, qui est impliqué là-dedans, qui s'appelle Yann Lequin. On est bien dans les domaines de recherche. Et là, on va arriver à faire un truc incroyable, c'est-à-dire des gens qui travaillaient sur le langage. Les gens qui travaillaient sur le langage ont réussi à numériser le langage. Donc ça, c'est assez simple. Ils ont découpé en fait les mots, parce que les mots ne veulent pas dire grand-chose. En fait, ils ont découpé les mots en petits tokens, en petits jetons. Par exemple, QU, c'est un token, QU avec rien après. Et puis UX, c'est un autre token, parce qu'on s'est aperçu, en fait, statistiquement, qu'il y a très peu de mots qui ont une autre lettre après X. Il y a UX. Et donc, ils sont arrivés à numériser ça, ils sont arrivés à mettre ça dans un ordinateur et à appliquer un peu ce qu'on vient de dire et à reconnaître, en fait, la probabilité qu'un ensemble de tokens forme un certain type de mots et un certain ensemble de mots forme un certain type de phrases en fonction du contexte. C'est-à-dire, ça a été une révélation, ils ne pensaient jamais que c'était possible, c'est-à-dire qu'on peut apprendre le langage et la machine a appris le langage en lisant des milliards et des milliards et des milliards de pages. Et en fait, en définissant, en fonction de ce qu'elle lisait, ce qu'elle voyait, donc avec des données de bonne qualité, en définissant la probabilité du mot suivant. Hein, on l'a éduqué comme ça, on lui a dit, tiens, quel est le mot suivant? Et c'est ce mot-là qui est sorti. Et donc, on est passé en fait d'une capacité à analyser à une capacité à produire, d'où le mot génératif. C'est-à-dire, on a été capable de générer des contenus, on a été capable de les générer presque immédiatement d'une manière incroyable. C'est-à-dire, les gens étaient vraiment scotchés. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc qui est incroyable, c'est qu'ils ne savent pas expliquer comment c'est possible. Et ça va être important pour vous, les professionnels, même pour vous, les particuliers, quand vous allez vous servir. C'est-à-dire, on arrive à un niveau technologique où on ne sait plus, y compris les gens qui fabriquent ces modèles-là, ne savent plus expliquer comment ils arrivent au résultat. Voilà. Ce qu'il faut retenir quand même, et ça c'est important, et après j'arrête avec les aspects à faire, mais je pense que c'était important de soulever le capot parce que sinon vous allez entendre parler que des solutions, c'est-à-dire que ce que vous avez dans votre écran, et pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous utilisez des outils. ChatGPT est un outil. L'outil il est basé sur un modèle. On appelle ça les grands modèles, les larges modèles, etc. Et ce modèle, il est basé sur des données d'entraînement, que je l'ai expliqué tout à l'heure, où il a donné plein de données. Alors pour faire simple, ils ont tout lu, tout le web. Ça existe, on verra tout à l'heure, il y a une base de données où il y a toutes les pages web dedans, tous les livres, ça c'est Google Books, si vous connaissez, en fait, Google Books a numérisé 10 millions de livres. Et puis, ils ont lu vos conversations sur Facebook, je suis désolé, ils ont lu vos commentaires sur Reddit, et puis vous verrez, ils ont regardé beaucoup aussi les images, ils ont regardé les sites où il y avait beaucoup d'images, où il y avait beaucoup d'images de personnes, beaucoup d'images de femmes, et les sites où il y a beaucoup d'images de femmes expliquent pourquoi les femmes ressortent toutes mais on en parlera tout à l'heure, quand vous générez une explication. Donc ça, ils se sont éduqués là-dessus, ils ont appris à parler, ils ont appris à faire des images là-dessus. Et donc les outils vont interroger ça, et vous faites ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que vous allez l'interroger,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière votre prompt, il y a alors le RAG, je ne vais pas le traduire, mais bon, il y a en plus des informations qui sont rajoutées à votre prompt sans que vous le sachiez. C'est-à-dire l'outil va rajouter des informations, notamment, on verra tout à l'heure, il va rajouter des informations pour qu'il n'y ait pas trop de conneries qui sortent du modèle. Parce que, on verra tout à l'heure, mais quand le modèle, en fait, il se contente de vous faire un résumé de ce qui se dit sur Twitter, par exemple, ou sur Facebook, le résultat n'est pas très satisfaisant, voire il est illégal, voire il est offensant, voire il est choquant. Donc, il rajoute en fait des éléments. Donc, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que quand vous utilisez un modèle génératif, en réalité, vous utilisez un outil qui va interroger un modèle qui est basé sur un certain nombre de données. Et si vous voulez le personnaliser, parce que vous allez avoir des professionnels, vous allez avoir des startups qui vont venir vous voir en disant on va faire le IMO GPT, le Oiseau GPT, le Banque GPT, le Moniteur GPT. En réalité, ils vont vous proposer en fait un outil dans lequel eux-mêmes vous proposent de rajouter des données qui sont des données de prompt. Ça ne change pas en fait le modèle qui lui est basé sur quelque chose de très. Je vais vous expliquer ça plus. Là, c'est quoi? Ça va? Parce que là, ça va. Enfin, je ne connais pas votre niveau de compétence là-dessus, mais je pense que c'est important un peu de savoir ce qu'il y a sous le capot et on va y revenir après. À quoi ça sert? Donc là, on est chez vous. Donc là, c'est moi mon regard sur votre profession. Je dis sûrement des bêtises. C'est un regard un peu naïf. Ce que je sais, c'est que le cycle de l'immobilier, il faut le voir. Là, on l'a vu. Alors, ça, c'est vous, en fait, par un outil génératif de Picto. Vous êtes comme ça. Vous avez une petite cravate. Vous voyez, vous êtes un homme, vous avez une cravate, puis vous êtes devant un immeuble. Désolé, c'est comme ça qu'il faut voir. Ça, c'est le maire. Les constructeurs, tout le métier de la construction, et puis la famille avec 2 enfants. En fait, c'est plus que 40% des ménages, mais bon, la famille avec 2 enfants est toujours vue comme le client. Donc moi, j'ai trouvé 4 grandes fonctions. En fait, j'ai essayé d'utiliser des verbes d'action. Donc je vais commencer par là, planifier. Donc ça, c'est plutôt côté collectivité. On planifie, il y a des grands projets, politiques publiques, des équipements, etc. Votre métier, ce que je comprends de votre métier, est vraiment le développement, les études, la simulation, la faisabilité, le programme, le prix. J'ai vu, j'ai appris tout à l'heure. Ensuite, on est vraiment sur la partie montage, pré-vente, j'ai mis paperasse. Vous voyez ce que je veux dire. La production vraiment du logement ou de l'équipement ou du bureau. Et puis ensuite, là, il y a tout. Moi, j'appelais ça accommoder. Alors, c'est un peu le terme anglais, accommodation. Je ne serais pas le bon terme. En fait, c'est à la fois mettre les gens dans le logement, mais aussi, eux, ils vont se meubler. Ils vont avoir des services peut-être avec. Il faut que ça se passe bien. Et puis ensuite, on va observer. Alors, c'est pas souvent aussi comme ça, mais on va observer ce qui se passe. On va faire des études d'anthropologie, des bilans, vous êtes en train d'en faire, qui peuvent aboutir à des nouvelles réglementations, à des demandes d'aide. J'ai bien vu le prêt à taux zéro, ça. Et donc, on repart dans un cycle. Donc, je schématise, pardon, c'est un peu l'exercice, mais c'était pour pouvoir ranger un peu les solutions que j'ai trouvées. Puisque dans l'exercice, je dois trouver des solutions. Je vais vous présenter des solutions existantes qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, en gros, moi, je fonctionne sous forme de questions. Moi, je fais beaucoup de design. Donc, en design, on pose des questions. Donc, comment connaître le potentiel de constructibilité d'un territoire? C'est une bonne question. Comment concevoir le produit que les gens désirent? Et puis, comment mettre notre produit dans les mains de ses utilisateurs? Donc, j'ai mis mettre nos produits, il y a vente, mais il y a peut-être la location, comme ça. Puis ensuite, comment comprendre comment les gens vivent, ça, je pense que c'est important aussi, ça fait partie du cycle. Alors, encore une fois, c'est tous les acteurs confondus, ça peut être vous, ça peut être la construction, ça peut être les élus. Et puis, dans la construction, il y a des gens qui vont se préoccuper peut-être des matériaux, de la durabilité, du recyclage, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vient faire l'IA là-dedans? C'est la question qu'on pose. Donc, l'IA, ça c'est un petit peu l'IA. Elle ne va pas faire grand-chose, en fait. Aujourd'hui, à ce stade-là, elle va faire des analyses. Elle va vous aider à faire des analyses, elle va vous aider à faire des simulations, elle va vous aider à concevoir, et puis elle va vous aider à faire du suivi. Là, ici, on est un peu sur les mêmes solutions, mais qui sont utilisées de manière différente. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt sur des choses comme ça. On n'est pas sur de la magie. Il n'y a pas encore le rien enchanteur qui construit des bâtiments. Alors, tel qu'on vous les présente, j'ai vu des présentations que Oriane m'a transmises, on a l'impression que c'est de la magie. Bon, derrière, il y a encore des humains c'est un peu le turc mécanique, si vous connaissez, il y a encore un humain à l'intérieur de la machine qui fait pas mal de choses, et tant mieux. Et il n'y a pas non plus encore de danger. Je divulgage comme ça, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Personne ne va prendre un peu de on y va. Planifier. Donc, sur la planification, alors, j'ai cherché un peu, puis il y avait un certain nombre de choses qui m'ont été transmises. Donc, j'ai trouvé, par exemple, cette startup qui s'appelle, alors, je ne sais pas comment on dit, IUDO, Yudo, c'est ça, Yudo, comme ça. C'est trop.
Ça a été fondé par 3 architectes, hein, d'après les infos que j'ai. Donc là, Udo, on est bien dans de l'analyse, en fait, qui va être de l'analyse de la réglementation. Et ils vont proposer une lecture du PLU, ils vont proposer une lecture du foncier disponible. Donc là, c'est assez classique. Je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent comme intelligence artificielle là. On va dire que les solutions à ce stade-là, l'intelligence artificielle, elle est utilisée pour reconstituer des données qu'ils n'ont pas. Voilà, par analogie, ils vont dire, j'ai des données sur ces terrains-là, j'en ai pas ici, donc je vais essayer d'en déduire, en fait, je vais essayer de déduire, en fait, de réinventer des données d'après des probabilités. On est bien dans les modèles probabilistes. Et ensuite, on a la conception qui est très sexy, qui est très belle et tout. Mais la conception elle-même, en fait, je pense même pas que ce soit des modèles génératifs. Je pense qu'il y a quand même des gens derrière qui passent et qui font du SketchUp ou des choses comme ça. En tout cas, c'est pas fondamental. Ce qui est intéressant, c'est que ça rend intelligible des choses qui sont, à l'époque, c'était inintelligible, mais qui sont d'une complexité incroyable, avec des multiparamètres, les valeurs foncières, le foncier disponible, la réglementation, est-ce que je peux construire ou pas. Alors, moi, par ailleurs, j'ai une activité en fait, où je travaille avec les startups d'État, donc BetaGouv, c'est l'incubateur de startups de l'État, et là, donc je vais vous en parler, parce que je connais. Donc, il y a mon diagnostic artificialisation, par exemple, donc j'ai quand même des chiffres, pardon, vous pouvez me faire avoir. Là, en fait, ils vont travailler sur, j'ai le droit de dire Zan ou pas Zan? Je vais dire qu'une fois. Donc, c'est pour aider les élus qui travaillent là-dessus, et donc ils vont les aider à suivre la consommation d'espace. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intelligence artificielle là-dessus. Une intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Il y a de l'analyse de données, il y a éventuellement des projections qui sont faites. Donc là, l'intelligence artificielle, les modèles, ils vont être utilisés pour projeter, en fait, pour faire des simulations sur un certain nombre de paramètres. Là, vous avez 0 logement vacant. Donc, lui, je suis sûr qu'il utilise l'intelligence artificielle parce que je travaille avec lui. Donc, 0 logement vacant. Donc, ça, c'est les startups d'État. Ça part toujours avec un objectif. Comment avoir 0 logement vacant dans une collectivité. Et eux, ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ils rentrent énormément de données sur les types de logements, sur le type de population, sur ce qu'il y a autour pour essayer d'imaginer, et ça, c'est important en termes stratégiques, qu'est-ce qui est de la vacance dure et qu'est-ce qui est de la vacance molle. La vacance dure étant celle qu'il faut vraiment traiter pour un élu en disant là, j'ai un vrai problème, ça va rester vacant encore dans 6 mois, dans un an. Et celle qui, au contraire, d'après les informations qui vont rentrer dedans, va naturellement retrouver sa place dans le marché parce que les prix vont baisser, parce que le quartier est quand même attractif, etc. Donc ça, c'est un bon usage assez simple de l'intelligence artificielle et ça n'est utilisé pour votre information que par les agents, c'est-à-dire il n'y a aucun moment qu'elle est utilisée face au public ou même face à un décideur. Il y a toujours un agent de logement vacant qui va le traiter avant. Et ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir des erreurs, on va faire ensemble. Donc, c'est un outil d'aide à la décision qui va aider, en fait, et ils font des cartes aussi et tout ça, de la vacance dure et de la vacance pas dure pour aider à prendre des décisions. Là, vous avez CEREMA, donc Bureau d'études de l'État, les fenêtres, CEREMA. Eux, ils ont Urban Simul, ça, c'est la grosse machine, c'est le simulateur, en fait, le SimCity de ça. Donc, ça fait de la visualisation, de l'évaluation, de la prospection. Et nous, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est la partie construire des analyses de scénarios d'urbanisation, parce que c'est là où ils peuvent l'utiliser. Je ne crois pas qu'ils l'utilisent aujourd'hui, mais ils pourront utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, on le verra. Quand on parle d'intelligence artificielle, on voit ChatGPT, on voit Merlin ou Terminator. La réalité, c'est que ça va être des clics droits, ça va être des fonctionnalités, des petits menus déroulants à l'intérieur en fait, de solutions que vous utilisez déjà. Donc, ça, c'est important. C'est un peu l'autocorrecteur. Vous savez, on pose le corriger, on souligne en rouge. Ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer en fait, des simulations. D'abord parce que c'est un problème de performance, de qualité et de risque d'erreur. Et puis ensuite parce que il y a des humains très compétents derrière qui sont beaucoup plus compétents. Dans les présentations que j'ai regardées, c'est très marrant parce qu'à la fin de la présentation, il y avait... c'était pas Christophe, c'était pas Guillaume, mais il y avait un Christophe ou Guillaume qui disait oui, c'est super vos simulations, mais moi je vais me faire couper les cheveux dans le quartier où il y a l'opération et j'en apprends beaucoup plus que vous avec vos machines parce que le coiffeur il me raconte qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc souvenez-vous toujours que c'est en concurrence avec le coiffeur aussi. Là, on a fait planifier, on va regarder dans le développement. Donc là, ça, c'est des startups que je ne connaissais pas, que vous m'avez indiqué. Donc, Builders, c'est comme ça que ça se dit. Donc, Builders, ils proposent un peu c'est d'Urban Simul, mais ils axent plus, eux, sur l'IA. Alors, ça, c'est intéressant. C'est remplacer l'IA par électronique, c'est très marrant. Je veux dire, les terrains ont permis d'électronique au service des projets. Donc, encore une fois, il y a de l'IA dedans.
sans aucun doute. Ce n'est pas encore un service qui est fait autour de l'IA. On verra tout à l'heure la différence. Ça va utiliser l'IA, notamment sur la partie simulation, la partie projection. Parce que j'ai vu en fait dans leur démonstration, qui est très chouette, en fait, ils construisent, ils vous proposent en fait de simuler à quoi pourrait ressembler une opération, et évidemment pour vous, jusqu'où on peut aller en termes de constructibilité, en respectant le PLU, en respectant, j'ai pas le droit de dire ZAM, en respectant toutes ces règles-là. Donc ça, c'est toujours intéressant. Moi, j'appelle ça SimCity parce que je suis de la génération qui a joué à SimCity. Je ne sais pas si vous avez joué. Voilà, c'est des outils de simulation, donc super, très bien. Outils d'aide à la décision. Je ne sais pas du tout comment vous en servez. Il y a dedans, mais ce n'est pas central. Il y a d'abord besoin, ça on en reparlera et je vais le marteler, d'avoir des bonnes données exhaustives, labellisées, documentées, etc. Parce que s'il n'y a pas les bonnes données, Price Hubble. Donc, Price Hubble, là, on est plus sur la partie vraiment pricing du projet. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils ont accès à des bonnes bases de données, ils peuvent prendre des problèmes par différents. Trouve-moi le prix du terrain idéal ensuite Gironde pour liquider mon stock. Hein. Je pense qu'on va arriver à ce type d'aide. Donc là, c'est Price Hubble. Nous utilisons le meilleur Big Data. Alors, vous voyez, rajoute Big Data et l'IA pour fournir les estimations et les analyses immobilières les plus fines pour les marchés immobiliers. Moi, je ne dis pas que c'est un drapeau rouge quand il y a marqué ça, mais en tout cas, ça ne peut pas être un argument. Remplacer l'IA Big Data par informatique ou par électronique, vous verrez, ça fait un peu plat. Hein, donc, de l'IA et du Big Data, oui. Dès qu'on commence à avoir une base de données, dès qu'on commence à avoir un outil qui va mettre en algorithme et qui va commencer à faire des simulations, oui, mais ce n'est pas central. Donc, je dirais un contrôle. Je dis, c'est très bien, ça les aide à lever des fonds d'avoir ça. Mais en tout cas, ce n'est pas central autour de leur solution. Et ça permet de faire des simulations. Continue dans le cycle. Donc, sur la production, là, je suis un peu plus sec parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans les vieux trucs du BIM. Là. Ça fait longtemps qu'on va parler du BIM. Je ne sais pas trop où ça en est. C'est-à-dire cette capacité. Et là, on est dans un peu du numérique à la papa, c'est-à-dire on a numérisé l'existant. Pour ceux qui ont subi des ERP, là, les logiciels, on numérise des processus, ça c'est pour se faire payer, tout ça. Là, on va numériser les processus de construction. Donc, j'espère que ça aide. On parle de jumeaux numériques. Donc, il y avait plein de promesses il y a 15 ans déjà. On allait avoir des jumeaux numériques. Ça vient de l'industrie. Donc, ça, c'est vraiment l'IA qui vient du monde de l'industrie. Voilà, on va numériser les process, sans doute pour travailler plus vite, sans doute pour travailler sur des supports différents, peut-être dans des continents différents. Ça va aider peut-être à respecter notamment des sujets de traçabilité. Là, je pense que c'est vraiment important. Mais là, ce n'est pas de l'IA, c'est de la bonne vieille base de données. Si on va créer une base de données pour savoir il y a quoi dans cet immeuble. Si je veux démonter cet immeuble, qu'est-ce qui part à la déchette? Qu'est-ce que je peux réutiliser? Ça date de quand? C'est qui le constructeur? Qu'est-ce qui est intervenu dessus? Un peu le côté fiche produit, quoi. Et ça c'est super, mais c'est de la numérisation. C'est pas de l'IA au sens. Peut-être que l'IA, une fois qu'on va lui donner ces données, il va être capable de regarder des erreurs, de voir dans quelle suite statistique s'il y a des erreurs. Ça, c'est machine learning. Éventuellement faire de la simulation. Mais en tout cas, on est dans de la numérisation, de la conception, des structures, de la maintenance. C'est très utile. Je crois qu'ils sont très, très forts là-dessus. Ça marche très bien. Mais l'IA, là-dedans, pour moi, en tout cas, n'a pas un impact énorme. Là, c'est plus drôle. Donc là, on est passé dans le côté accommodé. C'est-à-dire là, ça y est, on est un peu dans les mains de vos acheteurs. Hein, on est dans les mains de vos acheteurs. On est dans les mains de la famille avec 2 enfants tout à l'heure, ou de la famille monoparentale, ou des personnes âgées qui cherchent un investissement. Et là, on va avoir du monde. Hein, parce que là, on commence à être dans le monde de ce qu'on appelle le J2C, le consommateur. Là, vous avez par exemple intérieur.ia. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Un mec assez marrant. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. C'est un type tout seul. Il vit tout seul. Il code. Il a inventé ça, il utilise, lui, l'intelligence artificielle pour générer des intérieurs. Et en fait, ça a cartonné de manière absolument incroyable. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser Pinterest. Alors, il n'utilise pas Pinterest, mais Pinterest est évidemment une des bases qui ont été moissonnées de folie par les modèles, puisqu'il y a des images, et elles sont labellisées. Encore une fois, ils ont besoin d'images, mais les images, c'est rien. C'est des images où on leur dit ce qu'il y a dans l'image. C'est des images où on leur dit moi, j'aime ça, ça, ça et ça, et je le classe. J'utilise Pinterest, vous voyez? Je le classe moi-même, je fais le boulot, je le range dans Villa, machin, je le range dans ça, c'est du Bauhaus, ça, c'est du. etc. Et donc, c'est génial. Ça veut dire que sur ce point-là,
les modèles, les modèles génératifs vont être extrêmement performants. Ils vont même aller au-delà. Vous avez l'impression de vous balader dans Pinterest. Donc, il a proposé ça. Et après, on est juste dans du SketchUp. Là, c'est plus de l'informatique classique. C'est-à-dire, il va vous adapter en fonction de vos plans en 3D. Il va vous faire la vue. Elle n'est pas complètement juste. Vous ne la donnerez pas à mon maître d'œuvre, mais elle est suffisamment sympa pour que je puisse parler avec mon conjoint. Qui dit, putain, regarde, comment ça pourrait être. Hein, donc ça c'est important dans le sens où vous allez avoir de plus en plus des gens qui vont arriver avec ça. Hein, dans vos programmes, je ne sais pas qui est commercialisateur, mais les gens vont arriver en disant, mais moi j'ai imaginé ça en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez peut-être les aider, par exemple, en leur donnant accès au plan. Peut-être que si vous leur donnez accès au plan en 3D, même une possibilité. En fait, de toute façon, les plans 3D, ça c'est vraiment super simple à faire. Mais ils vont. Donc ça va, je pense, se généraliser parce que comme ça, c'est du B2C, c'est du fun, c'est sympa, c'est rigolo, c'est plus rigolo que vos trucs d'avant. Et donc ils vont le faire. Après, vous avez la version plus tech, plutôt B2B, c'est-à-dire est-ce que les architectes d'intérieur vont utiliser ça, sans doute, au moins pour faire des simulations, pour essayer de voir si ça rentre ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont utiliser ces simulateurs d'intérieur. Comme aujourd'hui, j'utilise Pinterest pour chercher des idées d'aménagement. C'est une bonne technique. Voilà. Après, c'est vraiment un domaine assez large. Là, l'intelligence artificielle, le numérique et l'intelligence artificielle, on va les utiliser pour comprendre ce que les gens font. Donc ça, c'est un truc assez terrible. C'est ce qu'on appelle les heatmaps. En fait, ça suit exactement ce que vous faites. Que vous soyez devant un site internet, qu'est-ce que vous allez regarder en premier, où est-ce que vous êtes allé. Et maintenant, ça existe dans ce qu'on appelle Location Analytics, ça existe dans les bâtiments. Alors, ça marche beaucoup pour le retail. En gros, quand vous êtes sur un site internet, vous savez, vous avez beaucoup de cookies, mais vous avez aussi dans les cookies des cookies qui suivent pour savoir sur quelle page vous avez ouverte. Est-ce que vous avez plutôt cliqué sur la tête du bébé ou sur le titre ou sur le texte en tout petit mal écrit. Et puis, ça suit votre chemin. Et en fait, ils ont refait la même chose, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire, on est capable de suivre comment les gens utilisent au hasard un supermarché, où est-ce qu'ils vont, quel est le pourcentage de personnes qui sont entrées. Donc ça aussi, ça c'est un usage, il y a un modèle économique derrière, il y a le retail qui pousse. Donc ça se développe, ça s'est déjà beaucoup développé, et ça va aussi beaucoup utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, je pense que quand vous allez discuter, je ne sais pas si vous faites de l'urbanisme commercial, quand vous allez discuter avec des Westfield, avec des retailers, ils vont faire ça. Et ils vont prendre vos bâtiments et ils vont faire des simulations pour dire OK, combien je vends telle cellule par rapport à telle autre. Est-ce que les gens vont passer par là? Parce qu'ils vont avoir des milliers d'exemples en fait déjà existants basés sur des vraies données. On a regardé ce que les gens faisaient, ce qui s'arrêtait, passer à la pièce, etc. Le rêve d'Amazon avec ses magasins, vous savez, c'est de relier les deux, c'est-à-dire de relier ce qu'ils font en vrai avec le porte-monnaie, est-ce qu'ils ont acheté ou pas, qu'est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont regardé la publicité avant de venir dans le magasin et d'acheter. Donc là, on est sur des usages plus rétroactifs, mais des usages vraiment solvables, financiers. Donc ça va forcément se développer. Et puis donc j'arrive, parce que c'est quand même important, c'est-à-dire vous avez vos solutions métiers avec les startups qui sont là ou pas dans 2 ans, et puis vous avez les gros géants, genre Meta, genre Google, genre Amazon, Microsoft, qui eux utilisent déjà à fond l'intelligence artificielle, y compris générative. Et eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, vous faites de la publicité aussi pour fait partie des choses. Donc, pour leur principale activité, qui est la publicité, c'est pas les réseaux sociaux, ils disent, pour l'instant, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour être capable de mettre la bonne publicité de votre programme immobilier en face du bon public. Demain, on la fera nous-mêmes, la publicité. On vous proposera de faire toute la publicité. Alors, vous n'aurez même pas besoin de passer par une agence de pub ou par votre petite main. Aujourd'hui, nous plaçons des publicités des annonceurs devant les bons publics. Demain, nous les réalisons nous-mêmes. Je comprends bien, en fait, j'ai mis nous réalisons nous-mêmes les publicités. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va arriver où là, c'est presque prêt déjà. C'est déjà demain matin, c'est déjà prêt. Donc ça, vous allez avoir des demandes. Ça va un peu tirer une partie du marché. C'est-à-dire ils vont essayer de bien comprendre ce que vous proposez pour le mettre en face des bons publics. Il n'y aura pas de magie, hein, mais en tout cas, c'est sûr, ça, c'est les produits qui existent déjà. Accessoirement, dans les grands modèles, le gros paquet tout à l'heure qui mentionnait toutes les données, mais dans les grands modèles un peu infrastructure de toute l'intelligence artificielle, un des plus gros, c'est Meta qui le fait. Hein, donc, vous voyez, ils sont sur toute la chaîne, présents sur toute la chaîne. Donc, ils sont. Ça va? Point d'attention, parce que là, j'ai dit un peu comment ça fonctionnait, je crois. On fait des exemples. On va regarder un peu ce à quoi vous devez être attentif quand vous les utilisez et
des gens vont venir, je me suis mis un peu à votre place, des gens vont venir vous proposer des trucs miracles ou des trucs terribles. Les données, ça c'est vraiment essentiel. Donc les données, il faut beaucoup de données. Donc on va distinguer les modèles génératifs. Quand vous allez sur ChatGPT, ça interroge un modèle génératif. Donc lui, il a énormément de données. C'est bien, vous pouvez l'interroger sur des millions de sujets. En fait, il y a un taux d'erreur assez important. Il y a un taux d'hallucination. À l'inverse, vous allez avoir des solutions qui sont plus spécifiques et pour lesquelles, en fait, il y a beaucoup moins de données. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de données. Si vous voulez avoir une solution qui est performante, il faut qu'il y ait beaucoup de données. Il faut qu'elle soit de bonne qualité. Les données de bonne qualité, c'est par exemple d'être précis sur ce qui décrit l'image, sur la description de l'image. D'être précis sur la différence entre, dans les termes que j'ai écoutés, bien définir les termes. Il faut qu'ils comprennent. Il faut être capable de réconcilier ces données. Donc, il y a un boulot qui est fait avec les utilisateurs pour voir si ça fonctionne. Des vrais gens, en fait, un peu comme le test de CAPTCHA tout à l'heure, où on a été les chats dans l'image. Et puis, il y a un problème de propriété qui se pose quand même. À un moment donné, il se pose de manière double. C'est d'une part, vous allez peut-être utiliser des données qui ne vous appartiennent pas. Et puis, d'autre part, vous allez, fournissant, vous vous souvenez, la petite image du prompt, elle est là. Quand vous allez fournir des données, vous allez fournir des données. Vous allez fournir des données à OpenAI. Vous allez fournir des données à Microsoft. Vous allez fournir des données à Google. Donc, quand aujourd'hui, vous faites résumer votre compte rendu de réunion par ChatGPT, vous ne savez pas où ça part. Et bien sûr, ça ne part pas chez vous. Ça part aux États-Unis, ça part ailleurs. Donc, ça, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est magique que vous devez perdre le nord sur la cybersécurité, sur la sécurité tout court, sur les questions stratégiques, etc. Donc, ça, forcément, ça va limiter l'usage. D'ailleurs, on va être avec une balance. C'est super, mais ce n'est pas précis et ça me dit un peu des conneries. C'est génial, c'est hyper précis, c'est magique, mais je suis obligé de... Donc ça, c'est un dilemme qu'on connaît bien en numérique. Je veux dire, c'est toujours un dilemme un peu faustien. C'est est-ce que je vends mon âme? C'est-à-dire, tant pis, je balance tous les comptes rendus. Puis là, je vais les balancer depuis 10 ans, puisque je les ai, je vais mettre tous les plans d'anciens trucs, je vais mettre tous les plans financiers, parce que c'est magique, il est capable de me dire demain, de me simuler le stock de demain. Et en fait, il est capable de le faire, mais la contrepartie, c'est que vous devez lui filer toutes vos données. Donc ça, je dis, pardon, je fonce des portes ouvertes, mais faut pas... Attention à la magie. Vous allez donner des outils, des données à un outil, et l'outil, c'est pas vous. Alors, un autre point, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est donc ces modèles-là, ils sont basés sur, on a vu le Common Core, donc c'est tout l'Internet, tout ce qui se dit sur Reddit, tout ce qui se dit sur Google, sur Facebook, etc. Et ils ne disent pas des choses sympas. Voir les messages qui sont les plus transmis, ce n'est pas des trucs sympas. Donc, ça veut dire que les résultats, les premières fois, ils les ont fait. Encore une fois, c'était des travaux de recherche. C'était Microsoft qui a fait un chatbot qui était basé sur Twitter. Et là, le chatbot était raciste, il était sexiste, il disait que des trucs horribles, il disait des gros mots, parce qu'il parlait comme dans Twitter. Il n'était pas modéré. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté, vous avez vu le RAG tout à l'heure, le RAG, là, ils ont rajouté au prompt de base qui est donne-moi, montre-moi des images de soldats allemands en 1943. Ils ont rajouté du prompt. Vous le voyez pas. Ils ont rajouté en disant respecte la diversité, l'inclusion, l'inclusivité et la représentation des genres de façon active. Donc, ils ont rajouté, ça donne quoi? Ça donne des soldats de couleur, ça donne des soldats femmes, ça donne. C'est une machine, elle ne réfléchit pas. Elle a fait ce qu'on lui a demandé. On lui a dit, pour éviter d'avoir... Voilà, parce que si on lui avait dit montre-moi des chefs d'entreprise dynamiques de demain, il aurait montré que des hommes en cravate. Si on lui avait dit montre-moi la femme française moyenne, il aurait montré que des bingos de 25 ans avec des longs cheveux, un petit peu décolletés, etc. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Vous avez peut-être déjà compris. Parce que c'est éduqué sur des images, et sur des images disponibles et qui sont labellisées, sur lesquelles on a dit exactement qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Donc ça donne ça. Donc, vous êtes d'accord? C'est un bon résultat, ça ou pas? Non. Mais c'est un résultat acceptable d'un point de vue éthique, diversité. Donc vous voyez, donc on a un taux d'erreur. Et puis, on a une question d'éthique. Et là aussi, dilemme entre les deux. C'est je veux respecter l'éthique, mais en même temps, il faut que ça ressemble au... Donc, on a un taux d'erreur acceptable. Par exemple, sur un chatbot commercial de Edge Canada, il y a quelqu'un qui savait bien que c'était un chatbot en face qui avait un humain, et donc la personne a joué avec et a fini par à lui faire proposer des tarifs qui n'existaient pas. C'est bien intéressant. Donc, le chatbot est bien prompté, il a proposé au client des tarifs qui n'existaient pas. Le client a dit OK, banco, je prends. Derrière, il y a un commercial qui est arrivé qui a dit un humain. Parce que s'il dit non, c'est pas vrai.
Le gars a attaqué en justice, c'était Nassau, ils ont fait exprès, ils ont gagné. Donc, ils ont dit à Arcada, vous m'avez proposé ce tarif-là, je ne veux pas savoir s'il y a un humain derrière. D'ailleurs, vous n'avez pas précisé. Alors, en Europe, maintenant, on est obligé de préciser. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a arrêté les chatbots face aux clients qui parlent de prix. C'est plus que des chatbots gentils, qui parlent de tout et de rien. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes en conseil d'administration et vous savez qu'il y a un taux d'erreur comme ça, vous ne prenez pas le risque. On est au tout début du basculement, vous ne faites pas le basculement. Et donc, en plus, il y a une question, c'est à quoi ça sert? J'ai mis what the fuck, pardon. À quoi ça sert? On a la solution, mais quel est le problème? Donc là, j'ai quand même des graphiques. Donc, qu'est-ce que ça dit, en fait? En gris, ça, c'est les différents pays, c'est j'ai utilisé ChatGPT une ou deux fois. Oui. En rouge, c'est j'utilise tous les jours. Donc, en gros, c'est vachement intéressant. C'est un peu la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide. La bouteille à moitié pleine, c'est qu'on n'a jamais vu un produit numérique aller aussi vite dans l'adoption. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous êtes tout mis à l'utiliser, alors que peut-être vous avez mis beaucoup plus, vous avez hésité sur les réseaux sociaux, c'était plus long, etc. Il y a un certain nombre de trucs, des trucs vocaux là, où on parle, on pose des questions, vous avez peut-être hésité. ChatGPT, tout le monde y allait, quoi. J'ai l'impression qu'au bureau, il y a eu des journées de ChatGPT. Mais en revanche, le verre à moitié vide, c'est que, utiliser, ouais, ok. J'arrive à mon truc, et là, ça sert à quoi? Donc, des chercheurs sont allés regarder auprès d'1 million d'utilisateurs de ChatGPT. Qu'est-ce que les gens cherchaient dans ChatGPT? Alors, Creative Composition, ce sont de petites têtes blondes. Alors, mes enfants, en tout cas, moi, ils utilisent ChatGPT tout le temps pour faire leurs devoirs, pour faire des maths, pour générer des nouveaux exercices de maths. C'est vrai, ça marche vachement bien, mathématiquement. Donc, l'essentiel de l'usage, c'est un usage aujourd'hui par les étudiants, ce qui pose plein de questions. C'est deuxième, sexuel content. Désolé, ça génère des contenus sexuels, que ce soit des images. Donc, pourquoi ça génère? Pourquoi c'est tellement bon là-dedans? Alors, ça en génère parce que les gens en demandent. Ça, je ne vous apprends pas que c'est un gros business sur Internet. Il ne faut pas que j'appuie. Non, ça en génère aussi parce que les images qu'il utilise, les larges langages modèles, les images qui sont utilisées sont des images de bonne qualité, en grand nombre, accessibles, labellisées. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un site pornographique. Je parle de site pornographique dans mes conférences, je ne vous préviens, mais c'est exactement ça. Les images sont labellisées, elles sont classées, etc. Donc, c'est un vrai problème quand on demande à générer des images de femmes, c'est qu'ils vont majoritairement générer des images de femmes à poil. Et donc, dans le prompt, ils disent hop, 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 faut pas qu'elle soit à poil. Et quand vous lui demandez de générer des images, en fait, lui, spontanément, une image de femme, c'est une image de femme à poil parce qu'il a été éduqué sur des images de femmes. Désolé, je suis un peu cru, mais voilà. Donc, vous voyez, ça sert. Brainstorming, planning, explication, etc. Après, on est sur des choses plus centrales. C'est comme ça qu'on les a vendues. C'est super, ça va générer des idées. Tu vas pouvoir imaginer une super conférence. E-commerce info, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas encore très utilisé et on comprend pourquoi, parce que ça génère des hallucinations. J'ai un autre graphique. Donc celui-là, il est plus récent, il est de la semaine dernière. L'intérêt des entreprises pour l'IA générative. 42% considèrent que c'est très stratégique et 29% extrêmement stratégique. Génial. Avez-vous déjà intégré l'IA générative dans les activités de vos entreprises? Très fortement 14, on augmente, fortement 23, modérément 34. Donc, voilà. On a cet écart-là, donc c'est une promesse. Voilà. C'est très important, vite, une conférence sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on se forme. Les gens se font des formations au prompt. Super. Ils apprennent à prompter, ChatGPT, Microsoft. Mais en réalité, aujourd'hui, est-ce que vous l'avez intégré dans vos produits? C'est-à-dire, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous pensez que ça va apporter de la valeur à vos utilisateurs avant que les utilisateurs? Pas encore neuf, faiblement 20, modérément. Modérément, ça doit être qu'ils font les mecs avec bon, je suis encore en alors, formidable. Ça va? C'est chaud, et puis, vous voyez, les élèves, ils souffrent quand même, parce qu'il y a trop de CO2 dans cette pièce, je me sens, j'ai un détecteur. Donc ça, je reviens un peu sur les généralités, pardon, si je ne vous ai pas perdu. Ça, c'est quand même important pour qu'est-ce qui va se développer maintenant. C'est-à-dire maintenant, il y en a partout. C'est-à-dire tous les outils numériques que vous utilisez, à commencer par votre smartphone et votre PC, il y en a partout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est rentré. Donc, il y en a partout. Ça veut dire quoi? Il y a deux grands modèles différents d'usage de l'intelligence artificielle. Là, je ne suis plus tellement sur l'immobilier, mais je suis plus en général. Le World Model, c'est quand on va aller interroger un grand modèle type ChatGPT, OpenAI derrière. Donc, on va lui poser une question. Encore une fois, c'est génial, c'est très large.
on peut lui demander à peu près tout. C'est moins génial parce que les réponses, elles sont biaisées, et au milieu de ces réponses, il peut y avoir une hallucination. Je donne un cas personnel, j'ai 10 minutes. Je vends des livres. Ouais, je vais arrêter. J'avais une horrible base de données dégueulasse avec plein de données qui n'intéressent pas. Je lui ai dit, range-moi ça dans l'ordre et fais-moi un export CSV pour que je puisse faire une belle base de données. Il me l'a fait super bien. C'était avec des noms, prénoms, des adresses et tout ça pour faire des dictages, des flux postage. Super bien. J'étais épaté, franchement. Il m'a fait ça, mais vraiment super bien. Et puis, quand même, je regarde et je dis, mais lui, il n'a pas acheté le livre. C'est qui ce mec-là? Il avait inventé des personnes de toutes pièces, nom, prénom, adresse, toutes pièces. Il avait inventé des gens. Et tout le reste était pour moi. Donc, c'est encore plus vicieux si les trois quarts étaient faux. Le World Model ou Context Model. Le Context Model, c'est Apple, par exemple. Donc, Apple, dans ses solutions, alors là, ça sort en Europe là, en avril. Donc, il va mettre dans ses solutions ce que j'appelle le clic droit, c'est-à-dire il va proposer en fait, à chaque fois une intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que le World Model, donc, c'est pas sur vos données à vous, c'est sur, encore une fois, les grands modèles éduqués avec les données qu'on a parlé. Donc, c'est assez omnipotent, mais pas très spécifique. Et là, c'est l'inverse. Lui, il a accès à votre agenda, il a accès à votre calendrier, il a accès à vos contacts sur en bleu, là, avec les bulles bleues. Et donc, il va aller vous proposer des choses beaucoup plus précises. Donc, c'est ce qu'on appelle le context model. Il va être mis en contexte. Et aujourd'hui, voilà, on est un peu entre les deux choses, c'est-à-dire où vous allez être sur des solutions qui sont des contextes modèles. Donc là, vous ne pouvez pas lui poser de questions ouvertes. À chaque fois, c'est des questions fermées. C'est comme des boutons. C'est des boutons qu'il vous propose et il va vous aider, en fait, mais toujours dans une mise en contexte. C'est jamais une question ouverte. C'est toujours, en fait, des suggestions qui sont faites, etc. On peut faire énormément de choses avec ça. C'est un peu l'amélioration de Siri pour ceux qui utilisaient Siri. Sachant que Siri, avant, c'était un modèle sur l'IA symbolique. J'espère que vous suivez. On va avoir ça, par exemple, on va avoir ce combat-là dans le search. Ce qu'on appelle le search, c'est la recherche sur Google. Vous allez faire une recherche sur Google ou sur Bing si vous utilisez Bing. Aujourd'hui, en fait, ça va chercher dans les sites web en vous donnant la meilleure description possible dans le petit snippet ici, en espérant que vous allez cliquer là et en plaçant des publicités au-dessus. Demain, en fait, on va être sur un système qui est plus type ChatGPT, un mix des deux, dans lequel vous allez avoir la meilleure réponse possible en termes de probabilité qu'un mot corresponde à un autre et à partir de suivant. Ça, c'est le ouvert World Model. Mais aussi, ils vont mixer avec des recherches sur Internet aussi. Donc, ça pose tout un tas de questions, mais c'est en train d'évoluer. On ne sait pas encore, vous êtes au bon moment, de quel côté ça va tomber. Est-ce qu'on va tomber complètement dans ce modèle hybride dans lequel vous allez avoir la réponse possible et des liens liés à une recherche, ce qui permet par exemple d'avoir le résultat du PSG hier soir. Ce que vous n'aurez jamais en fait dans le World Model. Dans le modèle Search, vous allez avoir les résultats du PSG, ils vont apparaître en premier, donc vous pourrez tout le truc parce qu'ils sont très regardés. ChatGPT, vous lui demandez, il ne sait pas qui a gagné. Il faut vous dire, il est possible qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ils perdent souvent. Je parle de foot à Bordeaux. Voilà, donc ça c'est à suivre, mais c'est important parce que si ça bascule de ce côté-là, ça veut dire que ça change tout le modèle économique du web. Ça change tout le modèle économique du web parce qu'il faut moins placer de publicité. Ça change vraiment la manière. Ça va devenir un outil un peu omnipotent. On est quand même obligé de parler de numérique responsable. Je n'ai pas entendu parler d'environnement tout à l'heure, mais c'est quand même un vrai sujet. Et c'est un sujet notamment pour les gens qui gèrent dans les entreprises, les SI maintenant, ils sont à fond là-dessus, sur le sujet du numérique responsable, les émissions directes et indirectes liées à votre activité numérique. Ils avaient promis qu'ils allaient maîtriser tout ça. Et là, les promesses, elles sont à la poubelle, c'est l'inverse, ça part à fond. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez interroger ChatGPT, ça va faire tourner le modèle. Donc, c'est vraiment un impact. Alors, c'est des petits grammes, hein, on n'est pas en train de dépasser en voiture ou de bouger un camion ou de couler du béton, mais c'était quand même significatif. Ça veut dire qu'on est déjà sur le numérique, c'est à peu près 6 à 8% des émissions de CO2 et ça va doubler. Donc, ça va devenir vraiment problématique. Ça va largement dépasser l'aviation. Ce qui fait que maintenant, vous parlez de problème d'émission, vous avez des problèmes d'énergie même. Ça consomme ces petites bêtes. Et donc, vous allez avoir, vous allez suivre ça, c'est pour ça que j'aime bien, les industriels de l'IA. Donc, ce qu'ils appellent maintenant, ils appellent industriels de l'IA, c'est nouveau. Par contre, on les appelle les géants de l'Internet. Vous savez, ils ne sont pas industriels de l'IA. En fait, ils ont des data centers et ils ont des data centers qui stockent vos données, vos sites Internet, vos mails et tout ça, c'est normal. Mais ils ont aussi des data centers qui font tourner ces modèles et ils tournent très régulièrement. Et donc, c'est
c'est énorme en termes de capacité computing. Et donc, pour se fournir, ils se disent maintenant, mon boulet d'étranglement, c'est plus la technique, c'est plus les clients, c'est plus l'utilisation, c'est plus l'argent, c'est plein d'argent, ils sont bourrés de fric. C'est l'accès à l'énergie. Donc, ils envisagent, c'est un peu spectaculaire, de racheter, de construire ou d'investir dans des centrales nucléaires. Boucler. Moi, ça fait 15 ans que je le dis, hein, mais bon, vous m'écoutez pas, on en arrive là. C'est des gens qui non seulement font de plus en plus de choses, mais maintenant, ils vont être des géants d'énergie parce que, rassurez-vous, ils ne vont pas faire de l'énergie comme les opérateurs publics. Une minute. Juste ça, voilà. Juste pour finir. 4 niveaux d'usage de l'intelligence artificielle générative. Les 2 premiers existent déjà. Les suivants sont ceux qu'on vous vend. On vous vend ça. En fait, ça existe. Automatiser des tâches simples. LinkedIn me suggère des réponses à un message. Félicitations, vous avez un nouveau poste. LinkedIn. Ça existe déjà, c'est partout. Vous allez en avoir absolument partout. Même les distributeurs de canettes de coca, ils vont avoir ça. Améliorer des travaux. Donc là, c'est pas travaux, c'est les travaux que je suis en train de faire. Réécris-moi ce message dans un style plus professionnel. Aide-moi à faire cette rédaction sur Montaigne, etc. Ça existe déjà. C'est le gros de l'usage. Ça marche bien avec le Word Model. Il faut dedans, mais ça marche très bien. Générer des idées. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ça peut générer des idées en vrac, mais si vous lui dites, regarde mon frigo, qu'est-ce que je peux faire, à manger avec ce qu'il y a dans mon frigo? Alors, j'ai pris l'exemple du frigo, mais qu'est-ce que je peux faire de mon parc, de mon stock dur de logement? Là, il a beaucoup plus de mal. Alors, il a beaucoup plus de mal pour des raisons techniques, mais aussi parce qu'il n'a pas accès à vos données. Et en Europe, il n'y aura jamais accès. C'est important aussi en Europe, on est bien dans des données ciblées. Et si vous regardez votre agenda, votre hyperfort, vos comptes perso, vos comptes de boulot, elles sont sûrement même chez des opérateurs différents. Et c'est très bien comme ça, continue. Donc, pour que ça puisse faire ça, il faudra que ça ait accès à ça. Et donc, ça, c'est un gros frein. Ça pourra peut-être y arriver, mais il faudra lâcher beaucoup. Il faudra vraiment que vous mettiez tout dans une même solution. C'est pas du tout le chemin compris. Donc, ça, c'est ce qu'ils vous vendent. Mais en réalité, quand c'est vraiment pas fait. Et réaliser des tâches vraiment plus complexes, du genre organiser un événement surprise au Puy du Fou, j'ai essayé. Je vais vous dire, non seulement il fallait 10 onglets ouverts différents, mais en plus, il fallait, je rappelle les gens, t'es sûr que tu es dispo, attends, je me suis trompé de date, etc. Ça, c'est sûr, il n'y arrive pas, mais c'est bien ce qu'on vous vend. L'assistant, l'agent, tous ces termes-là, c'est ça qu'on vous vend. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, et sans doute, ils n'y arriveront pas pour les mêmes raisons que là. C'est-à-dire, ils n'auront pas accès aux gens humains. Ils vous donneront ce qu'il y a sur Internet en vous disant il y a Booking qui propose des logements, etc. Parce que ça, il sait faire, qui pose tout un tas de problèmes pour la publicité, la traçage, etc. Mais ça, il ne saura jamais faire. Enfin, sauf si on lui fait toutes les données, donc peut-être les Américains, peut-être les Chinois. Nous, ça va être plus compliqué. Il ne saura pas faire ça. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu as une question? Des questions plus réorientées sur qu'est-ce que cette technologie-là aura comme conséquence dans le métier de l'immobilier demain. Par exemple, on avait évoqué, quand on a préparé la conférence, le fait que peut-être finalement l'avenir de l'immobilier demain, c'est peut-être Ikea qui a la solution, parce que comme ils ont besoin de continuer de vendre leurs meubles, donc peut-être se mettre à aussi construire. Oui, mais il y a les tiny house, déjà, on peut regarder. J'ai écouté une conférence hier, alors c'est un peu plus général que ce sujet-là, mais sur la manière dont les essaims d'oiseaux se déplacent. Vous avez déjà vu les essaims d'oiseaux, c'est hyper beau, il y a des milliers d'oiseaux, dizaines de milliers d'oiseaux qui se déplacent, mais en fait, ceux du milieu ne voient rien. Ils ne voient rien, ils voient absolument. C'est ceux qui sont sur les franges qui voient. C'est ceux qui sont sur les franges qui déclenchent le mouvement. Il y a un danger, là, par là. Donc, effectivement, si vous considérez qu'IKEA, que les tiny house, c'est sur les franges, c'est là que ça va bouger. Le mouvement, il vient jamais du milieu. Quand vous êtes au milieu, vous voyez que ceux d'à côté. Ah, celui d'à côté, il a vendu un truc plus vite que moi, etc. Mais vous ne voyez pas les deux changements. Donc, les changements, ils viennent un peu de côté. Ça, c'est une vraie phrase de consultant. Ouais, ça peut être ça. Où est-ce que nos professionnels où est-ce qu'ils doivent regarder ce à quoi ils doivent être attentifs sur ces sujets-là pour franchement, moi, je suis acheteur. Moi, je suis acheteur. J'ai envie de ce que j'ai entendu là, j'ai envie juste de vous dire, mais putain, où est-ce que je peux acheter où ça nous arrange tous, quoi. Vous voyez,
Il y a une asymétrie de l'information. Moi, j'ai un pote qui est agent immobilier, je lui dis toujours, mais putain, ça sert à rien ton boulot, je comprends pas. Tu mets tout en ligne, les gens se démerdent et tout. Parce que je ne suis pas agent immobilier. Consultant, il me dit, ça sert à rien aussi. Donc, il y a une asymétrie de l'information. Donc, je pense que plus vous allez arriver à avoir des solutions, alors ce sera peut-être vous qui le ferez, ce sera peut-être d'autres gens qui disent, OK, maintenant, là, tout de suite, c'est quoi le meilleur plan, tout paramètres confondus. Et elle existe, l'info. Et vous êtes en plus, encore une fois, vous êtes en train de souffrir. Donc c'est peut-être le moment que ça peut changer. Je pense que ça, c'est un usage. C'est-à-dire un usage qui peut se développer, intelligence artificielle ou pas. C'est un usage qui repart des questions fondamentales que les gens se posent. C'est, en gros, parce que les gens, ils ont des problèmes, on a vu, mais en fait, ils ont quand même envie d'acheter. Et puis, ils payent un loyer. Donc, voilà, il y a un enfant qui arrive, il y a un changement de boulot, la voiture, c'est cher. Donc, pas dire que le logement n'existe pas. Même si vous avez moins de départs de logement, il y a toute une partie qu'on ne voit pas dans ces analyses-là. C'est mon côté urbaniste. Les gens déménagent quand même, un peu moins, mais ils déménagent. Ils ont envie de déménager, ils ne sont pas contents, c'est trop petit ou c'est trop grand. Il y a aussi tout le côté, c'est trop grand chez moi. Moi, j'ai une maison 160 mètres carrés, malheureusement, on n'est plus que 3. Quand on était 5, on est 3 et dans 3 ans, on est que 2. Donc, je ne peux pas la garder. Qu'est-ce que je vais En fait, je vais peut-être la garder parce que je n'ai pas l'info. Donc, celui ou celle qui arrivera à me proposer des solutions qui correspondent à mon vrai parcours de patrimoine, à mes vraies envies, pas un délire Disneyland, hein, mais en disant, voilà, moi, j'ai besoin dans 3 ans de planifier, d'être à peu près là, etc. Qu'est-ce que je peux me proposer? Et d'aller chercher dans vos stocks celui qui correspond interstock, c'est-à-dire à l'échelle de l'oiseau, pas à l'échelle de chaque promoteur, pas à l'échelle des panneaux. Pour moi, vous êtes des panneaux, pardon, vous êtes des panneaux avec des noms bizarres de programme immobilier. Donc, arriver à tout grouper, à standardiser un peu les choses pour que on se concentre sur le besoin de l'utilisateur. Je vais appeler l'utilisateur ou l'utilisatrice finale, qui dit, ben, moi, je veux, en fait, j'ai besoin d'une pièce de plus. C'est comme ça qu'ils vont chez Ikea. Hein. J'ai besoin d'une pièce de plus. Moi, je cite souvent Decathlon aussi. Chez Decathlon, ils disent pas, il y a une chaussure avec une tige en Kevlar et tout. Ils disent, je cours 2 fois par semaine. C'est dans les rayons. Je cours 1 fois par semaine, je cours 2 fois par semaine. Je veux faire une 30 au marathon au semi. Est-ce que vous êtes capable, vous, de formuler les besoins des gens et vos réponses, évidemment, derrière, sous cette forme-là? Et dans ces cas-là, effectivement, ces solutions-là, elles vous aideront. Elles vous aideront, elles diront juste, ouvre-moi tout ce que tu viens de me donner là, de façon à ce que je puisse te dire, en fait, celui-là, il ne va jamais partir, il est vraiment dur. Et bien, en fait, il correspond à ce besoin-là de telle personne. On va les mettre. Pas de la magie, hein, c'est basé sur des données que vous avez déjà et des connaissances. Quand on fait une interview avec les gens, peut-être avant qu'ils arrivent chez vous, c'est peut-être notre problème, c'est à quel moment ils arrivent chez vous, au moment où ils sont à port d'IKEA, comment ils expriment en fait leurs besoins et comment vous avez forcément une réponse à ces besoins dans tout le spectre de vos activités. Dans votre cycle de l'immobilier, on va produire qui est peut-être moins documenté sur les solutions. On s'était posé la question en préparant sur la conception, est-ce que l'IA va remplacer les architectes? Parce qu'en fait, la génération de plans, c'est assez facile. Mais de la présentation, j'ai l'impression que si on veut faire le plus beau gymnase, on saura faire avec le respect des dimensions des différents terrains, avec la luminosité, pas trop d'ensoleillement quand on joue. Mais par contre, il nous manquera toujours la donnée de l'usager. Savoir si son circuit est bon pour aller dans les vestiaires, pour rentrer dans le terrain, c'est ça qui manquerait. En général, le numérique, il n'est pas utilisé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé pour remplacer un architecte, il est utilisé pour standardiser tout le processus. Et alors, on dira, voilà un gymnase. Oui, c'est un gymnase type 2, type 1, type 3. Bon, on retourne à la soviétique, hein, mais bon, ça peut être plus sexy ça, mais c'est plutôt comme ça qu'ils le font. C'est-à-dire, les gens qui savent utiliser ça, ils ne vont pas essayer à numériser l'architecte, parce que l'architecte, on sait qu'il fait plein de trucs et tout. Ils vont essayer de dire, voilà, je vous propose des standards, des maisons standards, je vous propose des gymnases standards, des équipements standards, parce que ça leur permet aussi de maîtriser toute la chaîne d'achat, de fournitures, etc. Parce que là, si vous demandez à ArchiGPT il va vous proposer des trucs géniaux, hein, mais par contre, la chaîne ne suivra pas. Parce qu'il va pas, justement, il va sortir des standards, il va sortir de ce qui est habituel. Aujourd'hui, il ne peut pas faire un standard économique avec le prix le plus optimisé. Mais on n'aura pas la dimension humaine dedans. Parce qu'on n'aura pas assez de données par rapport aux usagers pour qu'il y ait un équilibre. J'ai très peur qu'ils fassent déjà comme ça.
C'est-à-dire que dans le boulot de l'archi, il y a une grosse partie qui consiste à tirer, à faire les parties communes et machin. C'est des, j'ai des copains archi, c'est des stagiaires qui le font, c'est des maîtreurs, c'est déjà plus génie créatif de l'école. Et l'IA est capable de faire ça? Le Le standard? numérique est capable de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'une IA. Ah ouais, c'est de la modélisation de base. C'est pas, il n'y a pas besoin. Une IA générative. Alors, j'ai oublié de préciser un truc, parce que là, je suis vraiment loin de mon domaine de compétence, mais en gros, il y a un truc assez fascinant. C'est pour ça que c'est un domaine de recherche. C'est que ça vous donne jamais le résultat optimal en termes de statistiques. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure, c'est des statistiques. Parce que le résultat optimal en termes de statistiques serait trop froid, serait assez éloigné de l'humain. Ils mettent un degré d'erreur, alors qui est autour de 0. Ils appellent ça la chaleur, je crois, je ne sais plus l'intensité. Et ils mettent une erreur volontairement. Ce qui explique que quand vous posez plusieurs fois la question, il vous donne toujours une réponse différente. Parce qu'en fait, il prend la meilleure réponse et il enlève 20% de probabilité ou 10%. Et donc là, le risque, en fait, c'est que vous allez avoir en fait, des solutions complètement baroques. Là où j'ai l'impression que quand même la solution de votre métier, surtout en période de crise, ça va plutôt être de standardiser, quoi. Et là, je ne suis pas dans... Je n'ai pas assez d'infos, mais j'ai l'impression que ça va être plus de standardiser pour faire baisser les coûts. Vous avez sûrement eu des problèmes d'approvisionnement au moment du Covid. Là, moi, je vous écoute, parce que vous avez une petite crise là, mais en fait, vous êtes devant une crise. Pardon, je vais retomber tout le monde. Mais c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir une crise beaucoup plus large qui ne va pas s'arrêter sur les approvisionnements, sur... De toute façon, vous êtes obligé de vous réinventer. Et j'ai l'impression que c'est plutôt la période un peu funky où on pouvait imaginer des choses et on avait des architectes qui avaient des idées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nouveautés, parce que les nouveautés, elles viendront du coup du monde entier, parce que tous ces outils-là, ils sont mondiaux, donc on aura plutôt j'espère, les meilleures idées d'Europe du Nord qui sont sympas, qu'on verra sur le Interact. Bon, ça va sans doute monter en gamme quand même, globalement. Mais par contre, moi, je vois plutôt une standardisation pour répondre, parce que vous avez toujours pas un critère, qu'au contraire, un truc qui sera plus génial qu'un architecte. Ça, c'est le prompt et le RAG qui risque de distordre la rationalité de l'humain, de la recherche, d'être concentré sur l'économie, etc. Si quelqu'un fait architecte GPT, lui, tous les prompts et les RAG seront transformés en boutons pour vous. C'est-à-dire, il ne vous laissera pas dire ce que vous voulez. Il vous dira, vous avez le choix entre la maison comme ça, la maison machin, etc. Ou prenez en photo une maison et on vous la fait. C'est typiquement le genre de choses que l'utilisateur faire. Cette maison. Airbnb a vachement bien géré ça. Airbnb, au début d'Airbnb, on s'envoyait les images là-bas. Ah oui, ça, c'est trop bien et tout. Je veux aller en vacances. Ils ont vachement bien fait ça parce qu'ils ont uniformisé, en fait, c'est des designers Airbnb, ils ont uniformisé la manière dont on prenait en photo les appartements. Et ce qui fait qu'ils maîtrisent même la chaîne, c'est-à-dire c'est un photographe qui vient chez vous pour prendre des photos pour être sûr que. Donc je vois plutôt ça, c'est-à-dire je vois plutôt un truc qui est centré sur l'utilisateur, vraiment sur soi-disant ses désirs propres, mais qui en fait seront conditionnés par le fait de lui avoir montré des images et puis on sait déjà ce qu'il veut, et intérieur à lui. Et là, ensuite, on vous donnera ça et vous proposerez une sorte de catalogue. Ça ne sera pas complètement, ça sera moins personnalisé qu'aujourd'hui. Et les gens auront l'impression d'être dans. Et pardon, la partie vraiment ameublement, bien sûr, Ikea, là pour le coup, parce que là, oui, là c'est clair. Aujourd'hui, Ikea, je pense que ce sera vraiment un truc de dinosaure. C'est-à-dire faire ces. On s'engueule là quand on est obligé de faire des trucs. Ça, c'est vraiment ça, je pense que ça va vraiment plus exister. On va vraiment être sur de la personnalisation. On sent que je voudrais ça, plus ça, je voudrais un truc, ça, avec tel style, etc. Et on vous proposera des choses, et il aura chez vous, etc. Je ne peux pas. Et on va aider à plus de personnalisation. L'IA, en fait, le fait qu'il y ait peu de personnalisation, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce que vous n'êtes pas capable de le proposer. Et en fait, l'IA, elle va permettre de personnaliser de manière beaucoup plus fine, presque individuelle, toutes les propositions qui ne sont pas en dur. Mais du coup, vous, les cahiers des charges, en fait, moi, beaucoup plus variés, avec beaucoup plus de demandes différentes. Oui. Dans notre métier, en fait, on a besoin de savoir s'il existe encore une clientèle. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres présentés par Guillaume. On s'aperçoit qu'il y a des territoires qui, les jadis une clientèle qui n'ont plus aujourd'hui. Parce que l'IA va permettre d'analyser la data. C'est-à-dire que dans notre métier toujours, il y a des clients qui font des recherches
qui donc produisent de la data. Il y a des endroits probablement où il n'y a plus de recherche parce qu'il n'y a plus de clientèle en fait. Est-ce que l'IA peut aider à analyser Le problème, c'est que c'est Google. Google propose ça, ils ont Google Automotive, par exemple, et ils sont capables de vous dire les premières recherches qu'ont fait les gens avant d'acheter une voiture. Donc, ça remonte à 8 mois avant, c'est intéressant, 8 mois avant. Eux, ils ont ça, c'est leur boulot. Ils vont regarder ceux qui ont fini par acheter une BM, qu'est-ce qu'ils ont regardé avant. Donc oui, cette donnée existe, elle est déjà entre les mains dans certains acteurs. Voilà, ils ne sont pas intéressés à ce métier. Je pense peut-être que ça doit exister déjà. Ils sont capables de vous dire ça, effectivement. Mais là, c'est pas de l'IA, là, c'est juste de la donnée, de la collecte de données sur les recherches qui ont été faites sur Internet, les mots-clés, et avec une compétition. Normalement, si vous discutez avec les publicitaires de Google ou de Meta, ils savent ça. C'est exactement leur métier. Ils savent exactement, non seulement quand les gens ont commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'ils sont regardés. Pourquoi? Parce que c'est là où ils vont mettre votre pub. Donc, Google et Meta, Facebook, Insta et tout, WhatsApp, qui sont payés seulement si les gens cliquent sur la pub. Donc, c'est complètement différent de la sucette de cours. Donc, ils veulent que les gens cliquent sur la pub. Donc, ils veulent absolument mettre la sucette de cours au bon endroit, au bon moment, au moment où les gens sont en train de chercher. Donc, eux, ils sont cette donnée. Si vous discutez avec les gens de la publicité de Google, de la publicité Google Ads, ils ont cette donnée. Ils ont ça, ils suivent ça. Alors, encore une fois, voir des contextes, c'est-à-dire dans leur couloir de nage à eux, c'est-à-dire quand vous utilisez un ça et tout, mais il y a déjà du monde. Donc, ils savent les gens qui sont allés sur des sites, etc. Et après, si vous voulez les recouper avec des données au hasard de démographie, c'est un peu le nerf de la guerre, pour savoir quels sont les enfants qui seront maternels dans la bouche. Ça, c'est quelqu'un qui doit faire ce RAG, donc qui doit être capable de créer ces modèles-là. Pour moi, c'est plutôt du côté des agences urbaines. C'est ce qu'on avait tout au début, CRMA et tout, parce que c'est plutôt leur taf. Normalement, ils sont payés, nos impôts les payent pour faire ça, pour justement produire ce type d'analyse en disant attention, là, on a une anomalie, on a un futur besoin. C'est le côté planification. Mais vous, sur le côté commercialisation, pour savoir s'il y a des demandes et aussi s'il y en a zéro, effectivement, qu'est-ce qui est chaud? C'est quoi les villages? Il y a Jean-Laurent Casselli qui a écrit un livre là-dessus sur les villages en bordure d'endroits chauds, les bordures du Perche, etc. Et qui sont des trucs qui se développent. Mais là, c'est de la postérité. Mais ça doit être possible, même sans IA, ça doit être possible de commencer à l'analyser juste en faisant de la sémantique, c'est-à-dire en allant regarder les mots-clés qui sont utilisés, les régions qui sont à la mode, les villages qui sont à la mode, qui font parler d'eux. Et puis, vous dites, celui qui est en périphérie, j'ai vu vos tableaux, qui sont à 20% de moins, celui-là, je pense qu'il va partir. Et ça, c'est presque pas de la techno, c'est de la stratégie. C'est effectivement, il faut commencer à raisonner, comme maintenant, le métier est moins basé sur la performance, mais plus sur la balise. Il faut commencer à être malicieux, dire, OK, là, elle va partir. L'IA, en fait, elle va faire ce que vous lui demandez. Donc, l'IA, en gros, pour résumer, elle corrige les erreurs. Elle dit, là, il y a un truc bizarre dans tes stats. Ça, je ne sais pas expliquer. Dans des suites statistiques, là, il y a un truc bizarre, tu devrais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et elle simule, on lui masque le truc et elle propose une solution qui est probablement la plus raisonnable. C'est pour ça qu'elle est capable de dessiner des choses, c'est pour ça qu'elle est capable de compléter des bases de données. C'est vraiment ça le premier truc que vous allez avoir. C'est mes données ne sont pas claires, elles ne sont pas toutes de la même période et tout. Et lui, il dit, voilà, je vais te proposer les données qui sont les plus probables. Je peux faire un bon expert. Un bon expert, il dirait, ça doit être ça. Et là, ils le font à l'échelle. Après, sur le reste, prudence. Intérêt, mais prudence, c'est-à-dire ça va générer des choses, mais des bêtises. Et après, non, c'est plus vous ayez commencé à avoir, vous l'avez peut-être déjà, mais cette attitude de dire, OK, si la technologie n'est plus un problème, si la donnée n'est plus un problème, parce qu'elle existe, il faut la récupérer, comment je change ma manière de penser et comment je change ma manière de prospecter, de travailler, d'aller vers les gens, de leur proposer des choses. C'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. C'est pas comment vous numérisez le passé. Comment vous utilisez ces outils-là. Maintenant, quasiment tout est disponible. Donc, pas à l'aide dans les... changer votre manière de travailler. Ils auront tous encore demain un métier. Vous aurez on est beaucoup de ça. Encore, surtout vous, en fait, qui on aura plus quand le tableau Excel est sorti ou l'équivalent, alors il a calculé, etc. En disant, il n'y aura plus jamais de comptable. Fini les comptables, allez, les enfants, fermez l'école du monde. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Tout est devenu comptable. On s'est mis j'ai vu au tableau Excel, on s'est mis tous à devenir comptable. Et donc, du coup, les comptables, les vrais, ont encore eu plus de boulot.
sais pas, ça a été x100 l'audit. On a développé la gestion en fait à cause de l'outil. Excel a généré en fait des métiers qui n'existaient pas. Donc vous, c'est pareil, ça va générer des métiers et votre métier, il est loin d'être fluide aujourd'hui. On voit bien, je veux dire, ne s'adapte pas rapidement à la demande. Plus derrière, vous avez des méta-problèmes qui sont que vous n'avez plus avoir le droit de construire du tout. Les codes d'architectes, ils disent maintenant, des fois, on ne construit plus du tout, donc il faut mettre des gens dans l'existant. C'est génial comme métier, non? Là, je m'intéresse à comment on intensifie les usages de l'existant. Et c'est utilisé que 3 mois par an, comment on fait tout ce métier. Enfin, tous ces métiers-là, pour moi, vous êtes capable de le faire. Une machine, elle va faire ce que vous lui demandez, c'est tout. Au contraire, ne travaillez pas comme des machines. Ça va vous monter en gamme, en fait. Vous ne travaillerez plus comme des machines, un peu mécaniquement, avec la même façon de faire. Et c'est votre génie créatif à vous, c'est votre intuition, c'est votre force stratège qui ne sera jamais remplacée par une machine. Et tout le boulot de la machine qui consiste à dire j'ai regardé les 5 dernières années, la CITEF, ça va être ça. Ça va être la donnée d'entrée. Vous allez avoir une donnée d'entrée, vous allez avoir des outils. Et on n'aura plus jamais besoin de tout. Ça a dissipé. Oui, bah, c'est normal. On se retrouve dans la salle juste à côté, là, pour total. Merci beaucoup. Savoir les agrégateurs. Et à quel prix en temps réel. Ça, je raconte pas. Avant, ils avaient des fiches, ils téléphonaient à la compagnie, et puis le mec, il biffait, et puis il disait non, c'est bon, il y a de place. Là, ça, c'est un bug, c'est tout. Ils ont rendu l'information sur tous les vols. C'est ça qui explique le succès d'aérien. C'est une facilité. On y va. Ça, c'est possible dans l'aérien. Et donc, ça, tout le reste, ça veut dire que vous ne savez même pas dans quel avion vous êtes, sauf moi, j'adore l'avion. L'avion, on s'en fout, même la compagnie, on s'en fout. On ne sait même pas sur quelle compagnie on est. Je suis sur KLM, il faudrait j'étais sur la France. C'est la même, on s'en fout. Mon siège est là. Donc, les gens réservent un siège.